Bien, mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui Madame Marie-Hélène Valente, qui était le chef de cabinet du ministre délégué au budget Jérôme Cahuzac jusqu'à la démission de celui-ci. Madame la sous-préfète, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de notre commission. Nous sommes d'autant plus sensibles que vous vous apprêtez à prendre de nouvelles fonctions en Côte d'Or de secrétaire général dans les tout prochains jours. Comme vous le savez, cette commission d'enquête a pour objet de faire la lumière sur d'éventuels dysfonctionnements dans l'action du gouvernement et des services de l'État entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013. Le rôle joué par le cabinet de l'ancien ministre du Budget dans la gestion de l'affaire dite Cahuzac nous intéresse tout particulièrement et nous souhaiterions notamment mieux comprendre de quelles informations vous disposiez en tant que chef de cabinet. Mais avant d'aller plus loin, il me revient de vous préciser que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Donc je vous remercie de bien vouloir vous lever, de lever votre main droite et de dire « je le jure ». Madame, merci. Si cela vous convient, je vais vous laisser la parole pour une dizaine de minutes et je donnerai ensuite la parole à notre rapporteur Alain Claes pour un échange de questions et de réponses. Et j'inviterai ensuite ceux de nos collègues qui le souhaitent à intervenir pour poser leurs questions. Madame, vous avez la parole. Si vous voulez vous appuyer, c'est l'autre. Oui, voilà. Et vous parlez près du micro, s'il vous plaît. Très bien. Mes premiers mots seront tout d'abord pour vous dire ma satisfaction de pouvoir enfin vous donner la version authentique et complète, certes, d'un épisode très ténu du dossier, mais qui, à mon grand étonnement, a suscité d'amples réactions et m'a mis très directement en cause. Il s'agit bien sûr de la réception, sans la moindre initiative de ma part, d'une information émanant de la préfecture de Lot-et-Garonne, information qui attestait très indirectement d'un contact téléphonique entre la rédaction de Mediapart et Maître Gonel, que vous avez auditionné, qui était dans l'ancien maire de Villeneuve et l'initiateur de l'enregistrement de décembre 2000, faisant allusion, l'enregistrement des propos de Jérôme Cahuzac, propos présumés surtout à cette date, puis au début de l'affaire, et faisant allusion à sa détention d'un compte bancaire en Suisse. Alors, malgré l'intérêt limité de cette information, comme il était de mon devoir et de ma fonction, j'ai transmis la dite information à son destinataire final, qui était bien sûr le ministre du Budget de l'époque. Comme il n'était pas présent sur place, je l'ai fait par la voie d'un mail. Il était à l'Assemblée nationale où il défendait la loi de finances. C'est ce mail qui a été intercepté, qui a connu la notoriété que l'on sait, mail dont vous avez eu la copie et dont la lecture a déjà été faite ici. Alors, il a été estimé que cette transmission d'informations constituait une atteinte aux sources journalistiques et que donc cela pouvait traduire un dysfonctionnement de l'appareil d'État. Alors depuis, Maître Gonel, qui est tout de même le principal intéressé dans cette affaire, a précisé la nature de cette information, autrement dit son insignifiance, et les modalités quelque peu rocambolesques de son recueil. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment la seule chose qui sorte de l'ordinaire dans cette affaire et qu'elle n'est vraiment pas imputable à une dérive administrative. Alors, en effet, personne n'était mieux que placé que Maître Gonel pour conter cette anecdote, puisqu'elle le concernait au premier chef. Il l'a fait de façon fort détaillée, tout à fait imagée, il l'a traitée de cocasse, et il ne lui a pas donné plus d'importance qu'elle ne méritait. Et d'ailleurs, du reste, à l'occasion de cette narration, il a affirmé ce qui me paraît quand même fondamental, ce qu'il dit depuis les premiers jours, à savoir qu'il n'était en aucune façon la source. Dans ces conditions, il me semble que cette déclaration met un terme définitif à ce débat en le resituant dans ses limites. Pour autant, comme je vous le disais en préambule, parce que cela m'a bien évidemment affecté, même s'il n'y a pas eu matière, je me suis trouvée personnellement et sans ménagement publiquement mise en cause. Pour n'avoir fait finalement que mon devoir le plus élémentaire de fonctionnaire, à savoir transmettre à l'autorité une information qui lui était destinée. Alors cela m'amène quand même à la réflexion, et en prenant un peu de recul, à penser qu'il s'agit surtout d'un malentendu que j'ai envie de qualifier de culturel. Parce que la démarche de compte rendu qui finalement a présidé à la transmission de cette information
est considérée par les uns comme un dysfonctionnement sévère des services de l'État, alors que pour les autres, bien entendu, elle est la simple mise en œuvre du principe hiérarchique auquel ils sont soumis. Alors la réaction suscitée par ce mail, me semble-t-il, traduit surtout la méconnaissance du fonctionnement ordinaire de l'administration d'État et de sa chaîne hiérarchique, singulièrement entre les services territoriaux et l'administration centrale. Rien d'étonnant, il s'agit du fonctionnement interne de l'administration, et c'est pourquoi je voudrais quand même ici planter le décor et rappeler quelques fondamentaux pour situer un peu le rôle des acteurs. Tout d'abord, il a paru surprenant que le préfet du Lot-et-Garonne rende compte au ministre du Budget, alors même qu'il n'y a là rien que de fort banal et de tout à fait normal et tout à fait usuel. Je rappelle tout de même que les préfets de département sont les représentants de tous les ministres sur le territoire. Ils sont les représentants locaux des ministres, pas uniquement du ministre de l'Intérieur, qui certes est le ministre de tutelle, auquel ils rendent compte prioritairement. De ce fait, des rapports de ministres au préfet, puisqu'on parle au ministre du Budget, comme à tous les autres ministres, ces rapports qu'ils passent sous le couvert ou non de l'Intérieur, ils sont légion. J'en ai reçu moi-même sur diverses thématiques qui, bien sûr, étaient liées avec les attributions du ministère. J'en ai reçu en 10 mois un grand nombre. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que et vous le savez ici, lorsqu'un ministre est élu dans un département, il est de tradition républicaine constante que le préfet le tienne régulièrement informé des événements notables qui se déroulent, et plus particulièrement si le ministre lui-même est concerné. Voilà, nous étions donc dans ce cas de figure, en l'occurrence. Alors vous le savez aussi, bien sûr, la transmission habituelle des informations, elle va du cabinet du préfet au cabinet du ministre. En des termes plus concrets, il s'agit de messages écrits ou oraux entre le directeur de cabinet du préfet et le chef de cabinet du ministre. La plupart du temps, et c'était le cas ici, ils sont tous les deux membres du corps préfectoral, ce qui facilite la relation de confiance. Voilà. Bien sûr, quand des informations sont jugées particulièrement importantes, voire confidentielles, à ce moment-là, c'est le préfet qui en réfère lui-même au ministre sans le truchement des collaborateurs. Et donc, au cas d'espèce, il n'a pas jugé qu'il a dit ainsi, puisque c'est vraiment la procédure ordinaire qui a été suivie. Et je voudrais ajouter, parce que cela me paraît essentiel, tout de même qu'au-delà des rouages, il y a les personnes et les individualités. Ainsi, en ce qui me concerne, pour une présentation plus complète, quand Jérôme Cahuzac, nommé ministre, a fait appel à moi pour être son chef de cabinet, c'est parce que j'avais été sous-préfète de l'arrondissement de Villeneuve de 2005 à 2007. Nous étions connus à cette occasion. De surcroît, je suis lot-et-garonnaise d'origine. J'ai même exercé à la préfecture de Lot-et-Garonne comme attachée de 1984 à 1993, avant d'entrer à l'ENA. Et puis le hasard des carrières des hauts fonctionnaires fait que je suis revenue dans ce département, donc comme sous-préfet de Villeneuve. Alors pour toutes ces raisons, j'avais bien sûr une très bonne connaissance du territoire et de ses acteurs, qu'ils soient politiques ou économiques. Ainsi, bien sûr, je connais de longue date les protagonistes, entre guillemets, locaux de l'affaire que j'ai rencontrés à un moment ou à un autre de mes fonctions préfectorales. Par ailleurs, il se trouve que sur mon poste précédent, avant que d'entrer au cabinet, j'étais directeur général des services du département du Gers, ce qui m'avait permis de me familiariser avec la problématique des finances locales et singulièrement celle des départements. Donc effectivement, dans l'esprit du ministre de l'époque, ses origines à la fois personnelles et professionnelles étaient un atout essentiel pour faire le lien entre le niveau local et le niveau central, et c'est souvent fort utile. Donc pour résumer, j'étais au ministère du Budget, au cabinet, en tant que chef de cabinet, le relais naturel entre le terrain et donc l'ensemble des préfectures, en premier lieu, bien sûr, celle du Lot-et-Garonne, et cela, je l'étais à double titre, en ma qualité de chef de cabinet, dans les fonctions classiques de chef de cabinet, mais aussi avec un rôle de conseiller territorial du ministre. Voilà donc dans quelles circonstances donc institutionnelles s'est déroulée l'anecdote
encore une fois, qui a connu une certaine notoriété. Donc, pour vous dire les choses telles qu'elles se sont déroulées, le 11 décembre, en début d'après-midi, je reçois un appel, le directeur du cabinet du préfet de Lot-et-Garonne, qui me dit déjà en préambule, excusez-moi de vous déranger pour une affaire qui n'a pas grand intérêt, j'ai hésité, mais enfin voilà. Et il me conte le fameux épisode qui datait déjà de quelques jours. On était le 11, l'affaire s'était passée le 7, et c'est l'épisode du message téléphonique destiné à Maître Gonel est arrivé tout à fait fortuitement, mais vraiment par le pur des hasards, et Maître Gonel vous expliquait comment, sur le portable d'un policier. Bon, ces propos sont relatés, les propos du directeur de cabinet sont relatés quasi à la virgule près dans le mail dont vous avez eu connaissance. Et du reste, lors de son audition, Maître Gonel a confirmé la teneur. Bon, j'ai donc été dans cette affaire la courroie de transmission d'une information insignifiante qui n'a connu de surcroît aucune suite d'aucune sorte. D'ailleurs, le seul commentaire du ministre quand il a reçu ce mail, ce fut le suivant, et je vous le livre tel que, c'est comique. Ce fut tout. Le chapitre a été clos, il n'a jamais été rouvert depuis. Et je me permets de m'étonner devant vous que ce mail de réponse du ministre n'ait pas connu la même notoriété que le mail que mon envoi. Je voudrais d'ailleurs encore souligner, rappeler, vous le savez maintenant, que l'information en question n'avait pas de contenu intrinsèque, elle se résumait à un bref message sur un répondeur demandant de rappeler la rédaction de Mediapart. Ensuite, il n'y avait pas d'information, puisque tout le monde savait déjà que l'auteur de l'enregistrement ne pouvait être que Maître Gonel, en sa qualité d'ancien maire de Villeneuve. Cela se déduisait à l'évidence de la présentation qui était faite du recueil de cet enregistrement. C'était limpide pour tout le monde, ça l'était a fortiori pour les Villeneuvois. D'ailleurs, Maître Gonel vous a dit lui-même combien il avait été, à partir de ce moment-là, dès que l'enregistrement a été connu, donc le 5 décembre, au cœur d'une tempête médiatique, à tel point précisément que pour répondre aux uns et aux autres, la batterie de son portable n'avait pas résisté et qu'il a dû emprunter effectivement le portable du chef d'escorte avec les conséquences déjà très largement évoquées. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez me dire dans ces conditions, devant un fait aussi ténu, pourquoi avoir communiqué l'information au ministre et l'avoir fait en des termes un peu juridiques ou tout au moins administratifs, ou assez, enfin bon, langage habituel de l'administration, dirons-nous. Alors, j'ai peut-être fait preuve d'une conscience professionnelle exagérée, et j'ai utilisé sans doute par habitude un vocabulaire un peu formel et pas vraiment adapté au sujet. Donc s'il y a eu une erreur, effectivement, elle est là. Mais je crois que pour mieux comprendre quand même l'état d'esprit des uns et des autres, je voudrais qu'on se replace dans le contexte du moment. Nous étions en pleine discussion de la loi de finances qui succédait à 5 autres textes à caractère financier depuis le mois de juillet précédent. L'équipe du cabinet était absolument épuisée. Le ministre était en première ligne sans relâche au Parlement, vous le savez. Cette affaire de compte non déclaré dans une banque suisse à laquelle, je dois la vérité de le dire, nous n'accordions aucun crédit, ça nous paraissait un fardeau absolument surabondant à un moment où le nécessaire redressement des finances publiques requérait vraiment toutes les énergies. Alors c'est vrai que dans ces conditions de tension extrême, j'avoue ne pas avoir longtemps réfléchi au bien fondé de la transmission au ministre ces informations données par la préfecture de Lot-et-Garonne et l'avoir de façon systématique communiquée. Le ministre eût été dans son bureau, que si j'avais dû le voir entre deux dossiers, je lui aurais dit, et l'affaire en serait restée là, elle ne méritait pas mieux. Mais au fond, aurais-je dû réellement prendre du recul? Ma fonction ne m'imposait-elle pas de rendre compte? Si je ne l'avais pas fait, est-ce que cela n'aurait pas été jugé déloyal? Ça aurait pu être reproché également. Donc c'est très difficile de conclure, de trancher, surtout ex post. Ce que je veux simplement dire encore une fois, c'est qu'il ne s'agissait tout de même que d'un compte rendu, qu'il n'y a eu aucune recherche d'information, qu'elle est venue d'elle-même, et qu'une fois que cette information a été reçue, elle n'a connu aucune exploitation. Voilà ce que je peux dire en propos liminaire. Bien sûr, après, je répondais sur des questions plus importantes, mais j'imaginais que c'était cette affaire-là qui m'avait valu d'être auditionnée. Merci, madame. Maintenant, le rapporteur va vous poser quelques questions. Merci, monsieur le président. Merci, madame, pour vos propos liminaires. Tout d'abord, une demande de document. On pourra avoir la réponse du ministre à votre mail? Micro, vous appuyez.
Pardon, je n'ai pas plus le mail du ministre que le mien. Je n'ai absolument pas, libéré ou vidé mon ordinateur de Bercy. Donc, il peut être très facilement trouvé. Alors, je vais même vous dire, monsieur le rapporteur, je ne l'ai pas dit dans mon propos liminaire, le ministre qui, quelquefois, tape un peu vite, a tapé exactement fait comique, F-A-I-T, comique. Je suppose qu'il voulait dire c'était comique, mais en fait, l'idée est la même. Merci. Merci. Bon, je continue. Vous recevez du directeur de cabinet du préfet un coup de fil le 11 décembre 2012, c'est-à-dire le lendemain de la mise en place de la muraille de Chine. C'est-à-dire que la circulaire ou la lettre signée par Jérôme Cahuzac sur la muraille de Chine est signée le 10 décembre. C'est-à-dire que malgré cela, vous prenez cette communication téléphonique concernant l'affaire Cahuzac. Micro, madame. Le directeur de cabinet m'informe systématiquement. J'ai quelquefois l'habitude de l'avoir certaines semaines quasi quotidiennement. Je prends les informations qu'il me donne. Attention, la fameuse formulation muraille de Chine concernait les services techniques du ministère du Budget. Le chef de cabinet a un poste bien spécifique. Moi, je n'étais pas de toute façon au cœur des affaires fiscales, hein, sur le fond des dossiers. Bon, alors, concernant le mail que vous adressez, intitulé « Pour vous détendre un peu », je vous le relis. Je viens d'être appelé par le DIRCAB du préfet pour me raconter la chose suivante. Vendredi soir, se trouvant au tribunal d'Agen, Gonel, en panne de portable, emprunte celui d'un policier qu'il connaît bien. Or, c'est le portable de permanence du commissariat et la messagerie est enregistrée quelques heures plus tard. Le message suivant, n'arrivant pas à vous joindre, je tente au hasard sur tous les numéros en ma possession, rappelez Edwy Plenel. Alors, fermez les guillemets et vous ajoutez, j'ai demandé de consigner le message à toute fin utile. J'attends la copie du rapport officiel du DDSP. Il va falloir être prudent dans la remontée de l'info pour que celle-ci puisse être, le cas échéant, une preuve utilisable. Alors, j'ai demandé de consigner le message à toute fin utile. J'attends la copie du rapport. Vous l'avez eu ? Non, alors je vous explique. C'est là que je disais, s'il y a... Attendez, laissez le rapporteur finir sa question. Je vais le faire avec méthode. Est-ce que vous avez eu le rapport? Non. Alors, je vais te donner une information. Il n'y a pas de problème. Le président a le droit d'avoir un micro toujours ouvert. Pas de problème. Et donc voilà la chance de Charles de Courson. Il peut intervenir tout le temps. Alors, je continue, madame. Vous dites que vous attendez le rapport du DSP. Est-ce que vous l'avez reçu ou pas? Non, monsieur le rapporteur. Et je ne l'ai pas reçu pour une raison. C'est là que je disais que le vocabulaire que j'ai employé était vraiment superfétatoire. Je ne l'ai pas reçu parce qu'il n'existait pas en tant que tel. Ce dont il s'agissait, et c'est une simplification abusive de ma part, il s'agissait, vous le savez sûrement, la police, les services de police et de gendarmerie font remonter au ministère de l'Intérieur des événements qui leur paraissent un peu significatifs. La plupart du temps, ça aboutit chez le permanentier. Il ne s'agit pas d'un rapport proprement dit remis au ministre. Donc non seulement il n'y a pas eu de rapport, mais une fois... On va continuer. Donc là, il n'y a pas de rapport. Il n'y a que l'information du directeur de cabinet. Non, je fais tout cela pour clarifier définitivement la situation. J'attends la copie du rapport, donc il n'y en a pas. Il va falloir être prudent dans la remontée de l'info pour que celui-ci puisse être, le cas échéant, une preuve utilisable. Vous pouvez m'expliquer? J'aimerais pouvoir vous l'expliquer. Bon, il y avait une procédure, vous savez bien que ces affaires-là aboutiraient à une procédure judiciaire. Le ministre lui-même, il y avait une procédure en diffamation qui était ouverte. Je ne savais pas si ça pourrait, à quoi ça pourrait servir. Bon, c'était voilà, une façon de procéder, enfin de dire, c'est plus un automatisme qu'une réalité. Mais ce que je voudrais vous dire, parce que ça vous ne pouvez pas le savoir, et c'est la réalité, une fois avoir écrit ce mail, le fait de l'écrire, je me suis dit, mais en tout état de cause, on ne doit pas procéder comme ça. J'ai rappelé le directeur de cabinet du préfet, et je lui ai dit, quoi qu'il en soit, je ne veux pas de copie et nous ne parlons plus de cette affaire. Et il m'a répondu de façon très ferme qu'il s'était rendu aux mêmes conclusions.
Voilà. Alors, si je vous pose toutes ces questions, c'est pour éclairer la commission. Alors, je continue. Quand vous êtes interrogé par Mediapart, vous dites j'entretiens des rapports normaux avec les services du ministère de l'Intérieur. Est-ce que dans le cas précis, et dans le cadre de ces rapports normaux, vous avez eu des contacts avec le ministère de l'Intérieur? Non, je n'ai évidemment eu aucun contact. Je ne crois pas avoir utilisé cette expression. C'est vrai que ça a été un entretien un peu difficile. Pour qu'on soit précis, c'est Fabrice Arfi qui vous cite lors de l'audition par la commission. Je ne me souviens pas d'avoir dit ça, mais l'idée est effectivement, quand je voulais dire normaux, c'est que précisément il n'y a pas d'interférence. Enfin, c'était en ce sens. Je veux dire, la normalité, c'est celle que je vous ai expliquée en propos liminaire. C'est tout ce que je voulais dire. Je suis pas sûre d'avoir employé ce qualificatif, mais peut-être, parce que c'était une communication un peu difficile. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole. J'ai encore 2-3 questions. Vous dites vous-même que le poste de chef de cabinet est un poste spécifique, et donc vous avez une relation dans le cabinet entre le niveau local, vous êtes un peu l'interface entre le niveau local et le niveau central. Est-ce que vous avez participé à la préparation et à l'organisation de la rencontre avec Jérôme Cahuzac et Rémi Garnier en circonscription? Et avez-vous assisté à cette entrevue? Oui, monsieur le rapporteur, je n'ai pas participé à la préparation. Il y a simplement une note qui remontait les services. Alors voilà exactement la situation. Jérôme Cahuzac et Pierre Moscovici s'étaient rendus en visite officielle, c'était le 26 octobre, en Lot-et-Garonne. Chacun de son côté, chacun visitant les entreprises, et ils devaient se retrouver à Agen. Il se trouve qu'avant cette rencontre, Jérôme Cahuzac est allé à Villeneuve et a rencontré Rémi Garnier. Donc, effectivement, alors curieusement, moi, j'ai accompagné, j'ai retrouvé Pierre Moscovici, puisque nous avons entendu tous les deux à Agen Jérôme Cahuzac. Je n'ai donc pas assisté à l'entretien avec Rémi Garnier. Personne n'y a assisté. Par contre, j'ai bien sûr vu remonter des services la note qui avait été signée par Bruno Bézard pour rappeler la situation de Rémi Garnier. Bon, je vous ai dit que j'avais été un sous-préfet local, que j'étais une locale. L'histoire de Rémi Garnier ne m'était pas inconnue. Les relations de Rémi Garnier avec l'administration fiscale ne m'étaient pas inconnues. Mais je... Vous pouvez préciser l'état de vos connaissances sur... L'état de mes connaissances, elle a été surtout médiatique, puisque Rémi Garnier s'est beaucoup exprimé dans la presse. Elle allait un peu au-delà de cela, puisque lorsque j'étais sous-préfet de Villeneuve, il avait eu des démêlés assez vifs avec le directeur des services fiscaux locaux. Est-ce que vous, quand vous dites vous étiez informé, est-ce que vous étiez informé et est-ce que vous l'avez consulté, le rapport que M. Garnier aurait envoyé à sa hiérarchie où Jérôme Cahuzac est mis en cause? Monsieur le rapporteur, je suis rentrée dans cette affaire par ce rapport. Il se trouve que le 4 décembre, j'étais certes à Paris, mais pas dans mon bureau. J'ai été rappelée, puisqu'on parlait de la spécificité du... 4 décembre. Oui. Le jour où on commence l'affaire. Il y avait simplement un repas de chef de cabinet. Donc j'ai donc été rappelée pour revenir à Bercy, puisque vous parlez de spécificité du poste de chef de cabinet. Il y a celle d'être un petit peu la garde de triage, de recevoir les courriers, de les orienter, et d'y répondre ou d'y faire répondre. Et donc, la directrice de cabinet me disait qu'elle recherchait un courrier, qu'elle souhaitait que je vienne contribuer à cette recherche. Je suis donc rentrée à Bercy vers 15 heures. Qui souhaitait ce... La nature du courrier ne m'a pas été donnée. On m'a donné sa date. Le 11 juin 2008, un courrier. Je donc demandé au bureau des cabinets de retrouver ce courrier-là. Et on m'a dit simplement, c'est une dénonciation, pardon, on m'a dit c'est un courrier de dénonciation signé. Voilà, sans me préciser quoi que ce soit d'autre.
J'ai donc demandé dans ces conditions au chef du bureau des cabinets d'essayer de le retrouver. Il est remonté une demi-heure plus tard avec 3 courriers qui n'avaient pas grand-chose à voir de ce jour-là, mais qui n'étaient pas ceux-là. Je me suis donc rendue dans le bureau de la directrice de cabinet qui à ce moment-là m'a dit c'est inutile, nous avons trouvé le document. Effectivement, c'était un document qui avait été transmis par la voie interne. Donc il n'était pas passé par le courrier, donc il n'était pas estampillé. Quel est le circuit qui a suivi ce courrier? Je l'ignore totalement. La voie interne, c'est-à-dire l'administration centrale. Oui, je pense que c'est l'administration locale qui a fait remonter l'administration centrale. Attendez. Soyons précis. Attendez, appuyez. Quand le rapporteur prend la parole, il vous coupe. Il faut réappuyer. C'est le rapport que M. Garnier-Rémy adresse le 11 juin 2008. On l'a évoqué à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de choses. Bon, il se défend. Et en plus, il y a 2 pages concernant Jérôme Cahuzac. Donc, c'est de ce document, fait état, le 11 juin 2008. Donc, vous n'avez pas besoin de rechercher. La directrice de cabinet vous dit on l'a retrouvé par la voie interne. Et vous ajoutez par la voie interne, c'est venu du local. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me permets de l'imaginer, je n'en sais rien du tout. Vous ne savez rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire par la voie interne? Soyez précise dans la réponse à notre rapporteur. Ce que j'imagine, c'est qu'il doit y avoir des échanges électroniques, il doit y avoir des courriers internes à la DGFiP du local. En vérité, je ne le sais pas précisément. Moi, je n'avais à connaître que le courrier qui arrivait de l'extérieur. Et puis bon, Alors, soyons précis. Le 4 décembre, c'est le jour des révélations. Pourquoi on s'intéresse tout de suite à Rémy Garnier? Mais je pense que c'est parce que ça avait été dit. C'est média. D'accord. Donc, concernant la rencontre Garnier-Cahuzac, vous n'y participez pas directement. Il y a des notes qui sont fournies au ministre pour cette rencontre. Concernant le mémoire de Rémy Garnier, vous apprenez que par la voie interne, la directrice de cabinet le reçoit, en prend possession. Mais vous ne savez pas d'où cela vient, si c'est du niveau local ou du niveau central. C'est bien ça votre... Non, je ne sais pas. Allez-y. Je ne sais pas d'où il vient. Par contre, il m'est remis. J'en ai la connaissance. Vous l'avez lu? Vous l'avez lu, mais c'est la directrice de cabinet qui vous le remet. D'accord. Elle ne vous dit pas comment elle l'a eu? Elle ne me le dit pas, j'avoue que je ne le lui demande pas. J'ai toujours cette idée que c'est une remontée administrative. Il y avait un tampon dessus, puisque si c'est une remontée interne, si c'est une télécopie, il y a origine, etc. Vous n'avez pas de souvenir? Non, j'ai pas le souvenir. Alors, est-ce que, autre chose pour préciser bien les chronologies, dans les publications de Mediapart, il est dit que l'existence du compte secret de M. Cahuzac avait été évoquée dès le mois de juin 2008 par un agent du fisc du Sud-Ouest. Donc cette date, juin 2008. Non, alors en juin 2008, moi je suis secrétaire générale de la Vendée, je ne suis plus à Villeneuve. Ceci étant, j'ai beaucoup lu et entendu dire tout le monde savait. Je devais être un sous-préfet particulièrement sourd parce que je n'avais jamais entendu parler de cette affaire-là. J'avais entendu beaucoup d'autres choses, mais je n'avais pas entendu parler de cette affaire-là. J'ai découvert effectivement le rapport ce jour-là comme tout le monde. Beaucoup d'autres choses, vous voulez dire, concernant Jérôme Cahuzac? Oui, sa situation mais... fiscale ou pas? Ah non, de affaires privées. Ah oui. Et entre 2005 et 2007, dans votre poste de sous-préfète, vous entendez parler... Aucunement. Et chaque fois que Rémy Garnier cherche à joindre Jérôme Cahuzac, c'est pour avoir son soutien. Votre souvenir en tant que sous-préfète entre 2005 et 2007, c'est des conversations entre M. Garnier et M. Cahuzac, et M. Garnier fait des demandes. Quel type de demande il fait? Je ne dirais pas qu'il y a des conversations. Ça, je ne le sais pas.
Mais effectivement... Vous dites des demandes, c'est quoi ces demandes? Non, effectivement, je n'ai pas été suffisamment précise. Mais quand M. Cahuzac est revenu aux affaires par parlementaire, effectivement, la sollicitation de M. Garnier, c'est qu'il fasse valoir, c'est de faire valoir ses droits, de l'aider à faire valoir ses droits. Et quand j'arrive à Bercy, un des premiers courriers que je reçois émane de M. Garnier et où il redit effectivement, notamment dans la formule finale, l'espérance, il emploie le terme d'espérance, qu'effectivement il sera réhabilité. Et le 26 octobre, je n'avais pas terminé de vous dire, cette réunion, l'idée, c'était que M. Garnier venait demander à M. Cahuzac, en sa qualité de ministre du Budget, de le réhabiliter, ce qui n'avait pas de signification juridique, je veux dire. Donc, M. Garnier, durant toute cette période, souhaitait que M. Cahuzac, soit en tant que député, puis en tant que ministre, s'intéresse au contentieux qu'il avait avec sa propre administration. Exactement, exactement. Et lui disait qu'il fondait donc ses espoirs dans son intervention. Et le ministre m'a simplement dit, à l'issue de la rencontre, parce que je lui ai demandé comment ça s'était passé, il m'a simplement dit qu'il lui avait dit que, bien entendu, il soutiendrait son administration et qu'il était hors de question qu'il ait une autre position. Donc, pour résumer, le seul point où il y a une petite interrogation, c'est comment arrive le rapport Garnier auprès de la directrice de cabinet. Oui, j'avoue que je n'ai pas posé la question. D'accord. Alors, il y a une petite question. J'ai terminé, Monsieur le Président. J'ai terminé. Ne vous impatientez pas. Est-ce que, en tant que chef de cabinet, vous êtes au courant des questions posées à Jérôme Cahuzac par la Direction régionale des finances publiques pour l'Île-de-France et Paris à propos de sa déclaration de patrimoine faite au titre de l'impôt sur la fortune? Oui, je suis au courant. On me montre effectivement la liste des questions posées. Qui vous la montre? Ça se passe en quel moment? Micro. Je pense que ça se passe le même jour, le 4 ou le 5 décembre, avec simplement l'idée qui revient, c'est tout le monde étant surchargé de travail, l'idée était de fournir effectivement les éléments demandés le plus vite possible. Et c'est à ce moment-là, effectivement... Pas précis là aussi pour la Commission, qu'on ne tombe pas dans une technicité où chacun ne se trouverait plus, c'est la déclaration demandée au ministre et une fiche est établie pour chacun des ministres et lorsqu'il y a des questions supplémentaires ou qui ne paraissent pas tout à fait claires, on demande aux ministres concernés des précisions. C'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire la fiche ministre, pour être précis. Vous avez vu la fiche ministre? Ah, je n'ai pas vu la fiche ministre. Ah bon. J'ai ça. Micro. Il faudrait. J'ai pas beaucoup d'exigences en tant que rapporteur, mais s'il était possible que mon micro puisse rester allumé, la technique ne le permet pas. On va pouvoir faire une demande au président de la commission des finances. Allez-y, madame. C'est pas grave. Micro. J'ai simplement donc eu en main une feuille blanche que j'ai recherchée là, mais dans l'aménagement, je n'ai pas su la retrouver, où étaient listées effectivement les 3 ou 4 demandes, les réponses qu'il convenait d'apporter. Voilà, donc il m'a été à ce moment-là demandé d'en réunir certaines via le comptable du ministre, et c'est à ce moment-là qu'il a été décidé la fameuse muraille de Chine. Alors, pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas allés au bout. Alors, pour éclairer la commission, j'ai eu connaissance en tant que rapporteur. Vas-y. J'ai eu connaissance en tant que rapporteur de cette fiche ministre. C'est vrai qu'il y a 4-5 demandes d'informations complémentaires concernant cette déclaration de revenus et d'impôt sur les grandes fortunes. Voilà. Je ne pense pas que, j'en parle au président, que les questions posées soient directement liées à l'affaire qui nous intéresse. Voilà. J'ai des évaluations de patrimoine. C'était surtout sur l'ISF. Hein. Oui. Bon, je ne veux pas en dire plus, parce évaluation. qu'il y a le secret fiscal, mais j'en ai pris connaissance et ça n'apporte pas un élément particulier à notre commission. J'en parlerai au président et je lui montrerai au président.
Voilà, je crois avoir fait le tour des questions que je souhaitais vous poser. Je vous remercie, madame. Oui. Alors, vous étiez en train de répondre, et puis ça rebondit sur une autre question du rapporteur. Vous nous dites que M. Garnier a pris contact dès sa nomination avec le nouveau ministre, mais est-ce que, d'après ce que vous savez, il avait pris contact aussi avant, quand il était député? Il me semble, je ne saurais l'affirmer, hein, je n'étais pas sur place à l'époque, mais il me semble qu'il l'a beaucoup sollicité. Oui. Avant qu'il ne soit ministre, puis après quand il était ministre. Et Madame la directrice de cabinet nous a dit qu'elle lui avait donné un conseil sur cet entretien. Est-ce que vous lui avez donné aussi un conseil? Non. C'est-à-dire de le recevoir ou de ne pas le recevoir en disant, écoutez... Non, je vous dire les choses telles qu'elles se sont passées, même si ça paraît effectivement peut-être un peu long. Moi, je n'étais pas favorable forcément à cet entretien. Et le soir, le ministre avait une réunion publique à laquelle il tenait. Il m'a simplement dit, je préfère le voir avant, il va venir me poser des questions en réunion publique, j'aime autant lui dire ce que j'ai à lui dire, qui est extrêmement formel finalement, avant. Voilà, c'est simplement ça. J'ai l'impression que ce fut très bref. Hein. C'est le 26 octobre. C'est le jour de la visite ministérielle en Lot-et-Garonne de Pierre Moscovici et de Jérôme Cahuzac. Ne parlez pas comme ça, appuyez, hein, parce que vous me demandez la parole, je vous la donne. Voilà, c'était le 26 octobre. C'est bien ça, madame? Hein, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, j'ai plusieurs inscrits. J'en ai 2. Étienne Blanc, madame Untermaier, j'en ai 3, monsieur Gorge. Et puis, c'est tout? Bon, alors, Étienne Blanc. Micro. J'ai mis le micro, monsieur le Président. Et parle à côté. Parle dans le micro. Bon. Vous avez parlé d'une note de monsieur Bézard sur Rémi Garnier. De quoi s'agit-il exactement? Non, il s'agit simplement d'une note administrative, M. Bézard l'a signée, mais il ne l'a évidemment pas écrite, qui rappelle tous les contentieux qui ont posé les services fiscaux et M. Garnier, je crois qu'il y en a une douzaine, si ce n'est plus. Il rappelle la carrière, de son entrée dans la carrière comme inspecteur des impôts jusqu'à son départ à la retraite. C'est une note qui doit faire 2 pages, qui je crois vous a été communiquée d'ailleurs. Hein. Et voilà. Et si vous permettez, les 2 notes, on les a. Et je pense que ces 2 notes, vous pourrez les consulter. Hein, d'accord. Quand est-ce qu'elle a été constituée? Qui vous a donné des instructions précises et quelles étaient ces instructions précises? Alors, constituée, encore une fois, moi je n'avais pas à en connaître. Il s'agissait de protéger le ministère dans son ensemble, effectivement, qu'il ne soit pas soupçonnable dans cette affaire. Donc la lettre, effectivement, signée par Jérôme Cahuzac pour se déporter de l'affaire, je pense qu'elle a dû être signée le lundi suivant. Mais elle a commencé à être discutée dès le 6 décembre. Donc, on est bien d'accord. Pour vous, la muraille de Chine, c'est cette lettre. Il n'y a pas eu de réunion de cabinet, il n'y a pas eu d'échange entre collaborateurs. Il n'y a eu absolument aucune réunion de cabinet. J'en ai été informée. D'ailleurs, ce vocable muraille de Chine a prospéré vraiment ensuite. J'en ai été informée, mais sans plus. Mais encore une fois, de par ma fonction, je n'étais pas directement concernée. Oui, mes chers collègues, pour être très précis sur la note... On va vous diffuser la note signée par Jérôme Cahuzac sur la muraille de Chine. Je pense que ça ne pose problème, monsieur, si vous pouvez... Vous l'avez, on l'avait donné, on l'avait déjà donné. Peut-être que certains n'étaient pas là. Voilà. Certains d'entre vous... Certains ne l'ont pas parce qu'ils n'étaient peut-être pas là. Voilà. Vous pouvez faire 3-4 photocopies. Si vous voulez, mes chers collègues, dans la note évoquée qu'a eue Madame le chef de cabinet, la note qui prépare l'entretien avec Monsieur Garnier du 26 octobre, c'est une note qui est du 1er octobre, donc qui est 3 semaines avant. Donc, il n'est pas fait état, le ministre, à travers cette note, il n'est pas fait état des accusations qu'a portées le dit Rémi Garnier contre le ministre. Je vous lis la phrase.
Alors qu'il exerçait des fonctions de vérificateur, la DIRC Office Sud-Ouest en Nuire, M. Garnier avait gravement manqué à ses obligations de fonctionnaire dans un contexte conflictuel qu'il entretenait depuis des années avec sa hiérarchie à la suite d'une vérification de la société France Prune. Il avait notamment accumulé les dérapages verbaux et les attaques de plus en plus virulentes contre sa hiérarchie immédiate et supérieure, mettant systématiquement en cause dans des notes et pamphlets insultants l'action de son administration qu'il accusait d'être de connivence avec les fraudeurs et adressant des agents extérieurs au service des courriels dans lesquels il détaillait les péripéties et les suites de vérification fiscale qu'il avait menées. Mais il n'est pas dit dans cette note, monsieur le rapporteur, qui l'a lu et relu, qu'il allait rencontrer quelqu'un qui avait porté de graves accusations. Bon. Alors qu'on évoque effectivement le contentieux devant le tribunal administratif. Ce dont nous prenons connaissance aujourd'hui à travers votre audition, madame, si je comprends bien, et sous réserve d'autres informations, c'est que le cabinet de Jérôme Cahuzac prend connaissance du mémoire de M. Garnier lorsque, je reprends votre expression, par voie interne, la directrice de cabinet le 5 décembre l'obtient. J'ai prêté serment. Non, absolument, j'ai prêté serment. Et je vous l'atteste sur l'honneur, ça s'est passé ainsi. Pas le 5, le 4 décembre. C'est dès le 4 après-midi. Dès le 4 après-midi. Le soir, effectivement. Oui, le 4 après-midi. Pour être précis avec les collègues, le Mediapart publie ça à quelle heure, son article? Ça doit être dans la matinée, je suppose, puisque... Il vous avez contacté la veille. Voilà, vous avez contacté la veille, le 3, le cabinet, pour dire qu'il mettait sur site, etc., le lendemain. Voilà. Ce qui explique Bon. Oui. Alors, qui explique la recherche d'autres questions, Étienne Blanc, d'autres questions? Bon, alors, en suivant, Madame Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, pour votre exposé. Nous étions absents et nous n'avons pas eu l'explication sur les dernières lignes du message. Oui, mais nous n'étions pas là, Monsieur le Président, nous étions en train de voter. Et c'est vrai que sur l'interprétation qu'il faut en faire, il va falloir être prudent dans la remontée de l'info pour que celui-ci puisse, le cas échéant, une preuve utilisable, Marie-Hélène. Est-ce que ça veut dire que vous étiez persuadée que le donneur d'informations à Mediapart était Maître Gonel? C'est comme ça qu'il faut le... Ah non, pas du tout. Non. Ce dont j'étais persuadée, c'était qu'il était l'auteur de l'enregistrement. Il était ensuite nous étions... Ah non, c'était pas du tout la question. Mon idée, c'était, je vous disais, c'était des éventuelles suites judiciaires. On se doutait bien que dans cette affaire, il y en aurait. Et puis encore une fois, l'ouverture de la procédure, la plainte pour diffamation publique par le ministre. Mais je ne pensais pas à autre chose. Et encore, je vous dis, ce fut rapide et pas... Voilà. Pas d'autres questions? Oui. Si, j'en ai une deuxième question. Le formulaire, merci. Le formulaire 754, je crois, de mémoire, c'est-à-dire l'interrogation que l'on demande à M. Cahuzac, à laquelle on lui demande de répondre. De même que vous répondez aux problèmes fiscaux qu'il peut rencontrer, est-ce que vous avez été amené à l'aider à remplir ce papier qu'il n'a jamais rempli, mais en tout cas, est-ce qu'il vous en a parlé? Non seulement il ne m'en a pas parlé, je ne savais pas qu'il existait et j'ai appris qu'il ne l'avait pas rempli en écoutant effectivement les premières auditions. Donc c'est un sujet qui n'a pas été évoqué. Et encore une fois, il y avait 3 ou 4 questions qui se posaient, auxquelles il fallait apporter des réponses, et ce sont simplement ces questions que j'ai vues sur un papier totalement libre. Oui, mais Madame, il y a une question complémentaire, la question de notre collègue, qui est qu'il y a eu une réunion avec l'expert comptable de Monsieur et de Madame Cahuzac et les services fiscaux. Alors, vous avez réuni les pièces pour répondre aux 5 questions que vous avez vues sur un papier, d'après ce que vous avez expliqué? Non, alors ce que je vous disais, pour être tout à fait précise, c'est que je m'apprêtais à chercher, à aider à en trouver, et notamment à contacter l'expert comptable. Quand effectivement il a été décidé que nous n'intervenions pas, que c'était M. Bonal et M. Gardette et les services locaux qui seraient les interlocuteurs. À partir de ce moment-là, je n'ai pas du tout participé à la réunion à laquelle vous faites allusion, même si j'ai su, alors je ne sais pas vous dire à quel moment, qu'elle avait existé.
qu'elle s'était D'accord. tenue. Donc vous n'avez pas Non. réuni les pièces permettant de répondre aux 5 questions qui étaient sur une feuille blanche. Non. D'accord. Alors Et après. Dernière Oui. question. Est-ce que vous étiez en relation avec le cabinet de M. Moscovici? Alors, on était en relation de travail avec mon Enfin, homologue. sur cette affaire, hein, sur cette affaire. Bien sûr que non. En relation régulière pour le travail et en particulier sur cette affaire? En réunion, bien entendu, nous étions ministres délégués. Donc, en réunion, en relation pour le travail, bien entendu, nous avions une réunion de cabinet commune sur cette affaire. Absolument pas, absolument pas. Mais j'aimerais que l'on comprenne bien que c'était un sujet qu'on n'abordait pas. Je veux dire, sûrement par respect pour le ministre, parce que par conviction qui était la nôtre, c'était le travail s'exécutait. Enfin, c'était pas du tout un sujet de conversation. Personne ne se serait permis. Bien, merci. Monsieur Gorge. Oui, bonjour madame. Je n'ai pas entendu votre présentation tout à l'heure, mais bon, j'avais bien positionné quelle était votre action. Donc, alors, vous avez un profil intéressant puisque vous étiez avant, dans la vie d'avant de monsieur Cahuzac, et puis. Modestement. Enfin, dans la vie, c'est peut-être. Oui, dans la vie administrative. Administrative. Dans l'enquête, on est sérieux, c'est la vie administrative. Quelques questions précises sur les dates. Quel jour exactement hein, vous avez vu la lettre de M. Garnier? Le 4, le 5 ah oui. Appuyez, madame, appuyez. Je pense que c'est le 4 au soir. Je n'en suis pas certaine. Si ce n'est pas le 4 au soir, c'est le 5 au matin. Est-ce que M. Cahuzac connaissait cette lettre? Dès que nous l'avons eue en main, il en a eu connaissance. Mais avant, il ne la connaissait pas, bien entendu. M. Cahuzac ne connaissait pas cette lettre avant. Non, mais... Vous en avez parlé avec lui? Donc il vous a dit non, c'est la première fois que je vois ce document. Mais tout à fait, tout à D'accord. fait. Mais encore une fois, pour tout le monde, ça s'explique aussi par les relations. Enfin, je dois la vérité de dire que Rémi Garnier n'était pas crédible, pardonnez-moi d'employer des expressions de cette nature, aux yeux de l'administration fiscale. Donc je suis convaincue que c'est un courrier dont personne n'a tenu compte. Appuie. Est-ce que la directrice de cabinet essaye d'établir, puisqu'elle recherche ce document, est-ce qu'elle essaye d'établir un lien entre ce document et l'information qu'il y a dans Mediapart? Parce que manifestement, le Premier ministère, d'ailleurs qui n'est pas résolu, qui donne cette information à Mediapart de la présence du compte de M. Cahuzac? Je comprends mal. C'est Mediapart qui avait sollicité. Non mais excusez-moi, je vais reformuler la question très précise de notre collègue. Ce document. Il peut la reformuler peut-être lui-même. Non mais je vais lui reformuler parce que je vois bien la question. C'est ce document, c'est ce mémoire au ministre. Il était dans les services fiscaux puisqu'il y avait un contentieux en cours. Bon, c'était ça ta question. C'est sur ce document-là. Non mais. Je vais poser la troisième, vous allez voir, ça vous expliquer. Monsieur Garnier, qui a écrit cette lettre en juin 2008, a un entretien en octobre 2012 avec Monsieur Cahuzac. Au moment de cet entretien, Monsieur Cahuzac n'est pas au courant des démarches qui ont été faites par Monsieur Garnier, donc l'existence de cette lettre qui a déjà 4 ans. Tu permets que qu'on éclaire, peut-être pas pour toi, qui a suivi tout. Précisez mes questions, précisez-les. Soyez gentils. Je ne veux absolument pas préciser ta question, mais c'est éclairer les membres de la commission qui reviennent là. De quoi on parle, de rapport ou de lettre? C'est le même document. C'est le rapport sur lequel on s'est penché depuis plusieurs auditions, qui est envoyé en défense par Garnier à l'administration de façon large. Et dans ce rapport, dont tu as la copie, il y a 2 pages sur Jérôme Cahuzac. Et ce que nous avons appris depuis ce soir, ce rapport, la directrice de cabinet de M. Cahuzac en prend connaissance par voie interne, c'est l'expression que vous avez utilisée, madame, le 4 décembre. Par contre, dans les notes que M. Bézard a adressées à M. Cahuzac, lorsque M. Cahuzac a une rencontre avec M. Garnier en circonscription, les 2 notes sont ici, signées par Bézard, il n'évoque jamais les allégations que M. Garnier porte contre Cahuzac dans le rapport. Voilà.
pour répondre précisément à votre question, mon intime conviction, bien entendu, c'est qu'il n'en a pas eu connaissance. De l'appréciation que je peux avoir, Jérôme Cahuzac considérait M. Garnier comme un honnête homme qui, voilà, avec peut-être des outrances verbales, mais qui n'avait dans ses investigations, qui avait sûrement été un vérificateur de qualité. Voilà, et qui avait peut-être été déçu par des positions de son administration, et qu'après, effectivement, il avait franchi la ligne jaune. Je pense qu'il le considérait ainsi, c'est pour ça qu'il le recevait. Oui. Merci. Autre question. Non, c'est des questions très courtes, nous allons voir. Vous nous avez parlé du fait que vous avez vu M. Cahuzac avant l'entretien avec M. Garnier, qui disait qu'il allait le faire avant que sa réunion publique. Est-ce que vous l'avez vu après? Et si vous l'avez vu après, est-ce que vous avez senti qu'il s'est retrouvé dans une situation de chantage ou de menace, puisqu'il a eu une relation avec une personne qui, quelques années plus tôt, avait fait sur lui une déclaration très grave. Est-ce qu'il était serein? Est-ce que c'était quelqu'un qui revenait comme ça d'un entretien classique qu'on peut avoir, nous, dans nos permanences? Oui. Justement, c'est le terme exact, celui de permanence, puisque nous étions arrivés à Toulouse conjointement. Moi, il se trouve que j'habite sur place, je m'étais rendue à mon domicile personnel. Le ministre était allé à Villeneuve où il avait eu plusieurs audiences. Pas uniquement celle de Rémi Garnier, il y avait 3 ou 4 audiences. Et il nous a rejoints à 17h à l'Agropole à Agen, et lui était parfaitement serein. C'est moi qui l'étais un peu moins parce qu'il avait 10 minutes de retard et que nous l'attendions et que tout le monde, un grand appareil, attendait le ministre. Et le soir même, il avait donc cette réunion publique à Casseneuil, devant 600 personnes, où il a été absolument exceptionnel. Donc, et je ne lui ai pas évidemment du tout parler de l'entretien avec Rémi Garnier, c'est plus tard, lorsqu'on retraitait les dossiers Lot-et-Garonnais, que voilà, ça a été évoqué, mais en 4 mots. Il m'a simplement dit ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir qu'il n'était pas question de déjuger son administration. Merci. Dernière question. Quand avez-vous su officiellement que Jérôme Cahuzac avait un compte à l'étranger? Alors, je l'ai appris le 2 avril dans l'après-midi. Par l'appel du sous-préfet de Villeneuve, et j'étais dans un tel état d'esprit, et pourtant je fais tout à fait confiance au sous-préfet de Villeneuve, que j'ai pensé qu'il avait mal compris. Et j'ai écouté ensuite en boucle toute la nuit cette information pour que finalement elle pénètre dans mon esprit. C'était vraiment de l'hébétude et de la sidération. Vous n'aviez jamais eu de doute jusque-là? Je n'avais jamais eu de doute. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je connaissais les acteurs locaux. J'avais lu le rapport avec J'ai ouï dire. Bon, tout ça je n'avais pas de doute. Et Jérôme Cahuzac, le 5 décembre au matin, nous a vu la directrice de cabinet et moi ensemble dans le bureau de la directrice de cabinet. Et je vous assure qu'on ne pouvait qu'apporter du crédit à ce qu'il nous disait. Et j'ai envie de vous dire, Monsieur le Président, qu'on avait l'impression qu'il croyait lui aussi ce qu'il nous disait. Et ensuite, le 5... Je ne l'ai pas revu en tête-à-tête, je n'avais pas vu en tête-à-tête. C'est la première fois que je le voyais, et nous étions donc tous les 3. Et là, nous avons donc eu un échange d'une dizaine de minutes où il était plus que convaincant. Je veux dire, ça nous aurait paru mais déloyal d'avoir une idée contraire. Et ensuite, le 5 décembre, quand je l'ai entendu, puisque je suivais l'émission sur la chaîne parlementaire, quand je l'ai entendu à l'Assemblée, je sais la considération, le respect et même le lien encore plus fort que ça qu'avait Jérôme Cahuzac avec l'Assemblée nationale, qu'il avait vu, enfin c'était là où il avait fait ses premières armes, où il s'était révélé. À partir de ce moment-là, déjà, on n'était pas effleuré par le doute, mais là, c'eût été impensable. Bien. Alors, j'ai 2 autres intervenants, Madame Dalloz et Monsieur Darmanin. Il n'y avait pas une main qui s'était... C'est toi, voilà. Alors, tu es juste après Madame Dalloz. Si, Monsieur le Président. Moi, elle sera très courte. Ma question est dans la suite de celles qui viennent d'être posées. Je vous ai entendu dire, Madame, tout à l'heure, que dans la note qui avait été préparée à l'intention du ministre Cahuzac pour sa rencontre avec M. Garnier en octobre 2012, il n'était pas fait état du conflit dans le dossier fiscal de M. Cahuzac, mais il était question de France Prune. Dans cette note qui a été faite au ministre, on parlait de France Prune. Or, on sait tous très bien
ce qui s'était passé dans le dossier France Prune et à quel point Jérôme Cahuzac, alors maire de Villeneuve-sur-Lot, était attaché à ce dossier France Prune. Donc, finalement, c'était pas lui qui était mis en cause personnellement dans le dossier Garnier, dans la note qui lui était faite, mais le fait qu'on cite France Prune devait pour lui avoir une vraie connotation. Alors, réponse. Oui, mais l'affaire France Prune, elle est assez systématique, de nombreuses affaires. Et c'est là, je vous parlais tout à l'heure de la considération que portait malgré tout Jérôme Cahuzac à Rémi Garnier. Je crois qu'elle vient de là. Je pense que lorsque Rémi Garnier a fait la vérification de France Prune, sa vérification était sûrement tout à fait avérée, tout à fait honnête. Sauf que le risque, effectivement, du redressement, c'était des emplois, c'était des licenciements. Et à ce moment-là, il y a eu une intervention du député, mais je ne suis pas sûre que cette intervention du député fut totalement déterminante. Une intervention comme les élus en font régulièrement auprès de M. Sauter, qui était le ministre de l'époque. Je vous lis. Je ne dirais pas ça, mais pas la seule. C'est peut-être parce qu'il y a eu plusieurs interventions. Je vous lis la note. Parce qu'il y a une nota dans la fameuse note pour l'entretien avec Rémi Garnier. Voilà, où il est dit M. Garnier avait gravement manqué à ses obligations de fonctionner dans un contexte conflictuel qu'il entretenait depuis des années avec sa hiérarchie à la suite d'une vérification de la société France Prune. Il y a une nota bene que je vous lis. À la suite de la vérification courant 1998 de la société France Prune, M. Garnier avait notifié à l'entreprise des redressements que celle-ci avait contesté auprès de M. Sauter, alors secrétaire d'État au budget. Ce dernier, par une décision du 2 juin 1999, avait en fin de compte décidé l'abandon des redressements envisagés. Voilà. Non mais pour votre information. Voilà. Bien, d'autres questions, Mme Dalloz? Alors, oui. Ma chère collègue, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça évoque bien. Enfin, France Prune, pour le dossier, pour Jérôme Cahuzac, qui, à l'époque, en 1998, est député et maire de Villeneuve-sur-Lot. Non, pas encore maire. Pas encore maire. Ah oui, pas encore maire. Mais député de cette circonscription, ça a forcément une connotation. Enfin, quand il lit la note qui lui est préparée, il ne peut pas ignorer ce conflit antérieur, éventuel, qu'il ait eu avec M. Garnier. C'est là-dessus que je... Écoutez, on l'interrogera quand on le recevra. Chers collègues, M. Assaf. Oui, merci, Monsieur le Président. Excusez-moi si je suis un peu redondant, mais je voudrais revenir sur votre mail et en particulier la dernière phrase. Peut-être que la question vous a été posée et auquel cas vous y avez répondu, vous m'arrêterez. Moi, lors dans cette dernière phrase, lorsque vous faites donc allusion à ce rapport officiel du DSP, dont vous avez expliqué le peu de caractère officiel qu'il représentait, je voudrais savoir ce que vous entendiez par une preuve utilisable. Madame a déjà répondu, mais allez-y de nouveau. J'ai déjà répondu et je me suis moi-même interrogée à plusieurs reprises. Mon idée, c'était donc dans le cadre d'une enquête judiciaire ultérieure possible et vraisemblable, ça pourrait être utile. Et je le disais, il y en avait déjà une de lancée puisque le ministre poursuivait Mediapart pour diffamation publique. C'était simplement ça. C'est une sorte de précaution, mais c'est presque, j'ai envie de dire, c'est pas une précaution oratoire puisque c'était écrit, mais c'est de cette nature-là. Et enfin, Monsieur le Président, si vous permettez, une dernière question. Lorsque vous avez eu l'information qui vous est remontée, et le caractère un peu, je vais dire, allez, permettez-moi cet écart de langage, mais un peu loufoque, la façon dont on a pu obtenir un téléphone, la batterie qui tombe en panne, je prends le téléphone d'un officier de police. Est-ce que vous vous êtes interrogé sur la véracité du moyen, en tout cas de la façon dont ça s'est passé? Avez-vous essayé d'en savoir un peu plus? C'est-à-dire, avez-vous pu vérifier finalement la version que nous donne M. Gonel ou pas? Appuyez, madame. Je n'ai bien entendu rien vérifié à aucun moment. J'ai pris pour argent comptant ce que me disait le directeur de cabinet et je reste persuadée que c'est l'exacte vérité. Bien entendu. Vous n'avez jamais eu de fiche, vous nous avez dit qu'il n'y a jamais eu de rapport, hein, madame Valente. Je n'ai jamais eu de rapport. Je ne sais pas du tout ensuite ce qu'il s'est passé entre la direction départementale de la sécurité publique ou le préfet et le ministère de l'Intérieur. Je l'ignore totalement. Elle ne sait pas si cette information est remontée au ministre de l'Intérieur. La question portait plutôt sur savoir si la version qui veut que le téléphone soit tombé en panne, qu'on utilise un téléphone d'un officier de police pour rappeler un journaliste, si cet élément-là, vous avez été remonté de façon très officielle par la DSP, le DSP et le cabinet du préfet. Si vous l'aviez recoupé, c'était uniquement la version.
minutes. Mais je ne l'ai absolument pas recoupé, je ne me suis même pas interrogée. Bon. Mais Monsieur Gonel l'a raconté, je pense que ça s'est passé exactement en ces termes. Bien. Notre Benjamin voulait poser une question, ou plusieurs, je ne sais pas. Non, une seule, Monsieur le Président. Je m'excuse auprès de vous-même et de la Commission pour mon retard. Bonjour Madame, et excusez-moi de mon retard. Je pense que la question ne vous a pas été posée, donc je me permettrai de le faire. Le journal Le Sud-Ouest révèle dans son édition du 29 mars 2013 que, quittant le cabinet de M. Cahuzac, vous seriez nommé chef de cabinet de Mme Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je voudrais savoir si vous pouviez confirmer cette M. Cahuzac lui-même a appelé Mme la garde des Sceaux pour vous recommander auprès d'elle, vu vos états de service et votre fonction auprès de lui éminente au ministère du Budget. Réponse, Madame Valente, dans une question qui est limite par rapport à notre chambre, mais si vous voulez répondre. Je vous réponds bien volontiers parce que ça a été une histoire douloureuse et je me permets, elle m'appartient, donc je suis tout à fait libre de vous en faire part. Donc, effectivement, le ministre démissionne, les choses sont violentes, un autre ministre arrive, il a évidemment son propre chef de cabinet. Certes, je suis fonctionnaire, donc, mais reversé dans mon corps d'origine ipso facto, et il se trouve qu'à ce moment-là, le poste de chef de cabinet de Madame Taubira est libre, mon ex-collègue ayant été nommé préfet du Tarn-et-Garonne. Et Madame Taubira a demandé au ministère de l'Intérieur de lui proposer un sous-préfet. Et le ministère de l'Intérieur a spontanément proposé ma candidature, je pense, avec l'accord et de Matignon et de l'Élysée. Je suis donc allée me présenter le lundi suivant à Madame Taubira. Donc, vous voyez, la démission du ministre, c'est le 19 mars, enfin, c'est le mardi, le mercredi, c'est officiel. Et donc, le lundi suivant. Et à l'issue de l'entretien, Madame Taubira a trouvé que j'avais effectivement le profil qui convenait, et a souhaité que je prenne la succession de Jean-Louis Géraud, qui était, lui, était parti, certes, mais il était officiellement en congé jusqu'au 2 avril. Donc, les choses n'ont pas été formalisées. Et puis, deux jours plus tard, la directrice de cabinet, prenant ses fonctions, s'est interrogée sur la compatibilité de ces deux postes successifs de chef de cabinet, compte tenu de l'affaire. Nous étions avant les aveux, bien entendu. Bien, après beaucoup de réflexions, tout le monde a pensé, moi la première, que pour la sérénité du fonctionnement du cabinet de la ministre de la Justice, il valait effectivement peut-être mieux recruter un chef de cabinet qui fût neutre. Mais je peux vous dire que cela n'a rien entaché de nos relations et que ce matin, dans le train, venant à cette audition, j'ai reçu beaucoup de membres du cabinet de Madame Taubira des félicitations et la satisfaction, effectivement, savoir que j'avais retrouvé un poste. Donc voilà, je suis restée pratiquement une semaine place Vendôme, c'est vrai. Et alors, non seulement Jérôme Cahuzac, puisque c'est une question que vous m'avez posée, n'est pas intervenu auprès de Madame Taubira, mais c'est moi-même, après que Mme Taubira ait donné son accord pour mon affectation, qui ai fait un SMS à Jérôme Cahuzac, encore une fois, nous étions juste après la démission, mais avant les aveux, pour lui faire savoir. Et il m'a répondu de la même façon qu'il en était heureux pour moi et qu'il me félicitait. Voilà. Mes chers collègues, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons remercier Mme Valente pour qu'elle puisse regagner son poste en province. Avant que vous vous sauviez, je voudrais, avec le rapporteur, vous donner un certain nombre d'informations. Donc, au revoir Madame et bon retour.